Merci d'être avec nous. Véronique, je propose d'y aller. Allons-y, Guy. Tout le monde est là, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire organisé par le Conservatoire national des arts et métiers en Grand Est et la Fédération Sinov. J'ai plaisir à vous accueillir à l'occasion de cet événement dont la vocation est de nous offrir un nouveau temps de partage, d'analyse autour des métiers de l'ingénieur du BTP et leurs évolutions. Alors, après un premier opus, il y a quelques semaines, on avait déjà enregistré de passionnants témoignages sur les métiers de l'ingénierie, de la coordination, de la construction. On va s'intéresser cette fois à l'ingénieur des fluides et ses déclinaisons. Alors, si on a la chance d'être rassemblés en cette fin d'après-midi, c'est aussi pour mettre en lumière le travail engagé depuis plusieurs années par le CNAM en Grand Est et la Fédération Sinov avec le soutien de l'OPCO Atlas. Un travail longitudinal, prospectif, qui répond à une logique et à une intention claire, qui est d'accompagner les transitions actuelles et auxquelles font face tous les secteurs de l'économie. Les métiers de l'ingénierie y sont particulièrement confrontés, nous le savons, principalement sur les dimensions énergétiques, environnementales et bien sûr numériques. Alors, merci d'être avec nous pour engager ensemble pendant une petite heure une réflexion concrète qui s'inspirera de l'étude des ingénieurs sur l'ingénieur des transitions réalisée sous l'égide du CNAM Grand Est, dont l'enjeu est assez clair, me semble-t-il, mettre finalement tous les acteurs au diapason et ainsi générer l'adéquation entre les besoins des entreprises et la formation des ingénieurs, tout en répondant bien sûr aux grandes évolutions de notre société et bien sûr de son économie. Avant de vous présenter nos invités qui ont gentiment accepté de prendre de leur temps, de leur précieux temps pour être avec nous. Je voudrais juste préciser un petit point d'organisation. Vous pouvez en effet profiter de la fonction chat. Vous en avez l'habitude, elle est mise à disposition par les organisateurs pour que vous puissiez poser vos questions ou peut-être simplement apporter une information qui viendra contribuer au débat. Je vais faire le maximum pour suivre tout ça et bien sûr, je me ferai le relais de vos questions s'il y en a auprès de nos invités. Mesdames, Messieurs, on va démarrer ce webinaire et pour le faire dans le bon ordre, je voudrais tout de suite donner la parole à celle qui représente la puissance invitante pour vous accueillir un peu plus officiellement, on va dire. Bonsoir Véronique Pfister, heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode. Comment ça va? Ça va bien, bonsoir Guy, bonsoir à tous. Alors, je précise à notre auditoire que vous êtes la directrice du développement des partenariats et des territoires du CNAM en région Grand Est. Alors, chère madame, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, peut-être nous rappeler les enjeux du travail que vous avez entrepris depuis plusieurs années déjà sur la thématique de l'ingénieur des transitions, en lien étroit avec la Fédération Sinov et le soutien, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'OPCO Atlas? Oui, tout à fait, Guy, avec le soutien financier de l'OPCO Atlas. En effet, il faut le souligner puisque ça a permis d'initier des travaux autour d'une réflexion que le CNAM en Grand Est a entrepris autour de l'ingénieur de demain et comment former aux compétences qui permettront aux entreprises de traverser ces transitions numériques, environnementales, sociétales, organisationnelles et puis depuis 2021 sanitaires. Alors pour identifier les compétences attendues, le CNAM en lien étroit avec la Fédération Sinov, a fait un certain nombre a fait des études, a questionné le terrain. Et la première étude, celle qui est le pilier, c'est celle qu'on appelle l'ingénieur des transitions, qui a été faite en 2017 et qui vise à identifier les compétences que devront avoir ces ingénieurs, on va dire, toute expertise confondue. Naturellement, la première compétence que devra avoir cet ingénieur, c'est l'expertise métier, c'est ce que forment tous nos éminents professeurs présents ce soir, qui reste naturellement le cœur du métier de l'ingénieur.
Il devra avoir un esprit ouvert pour pouvoir être en interaction avec les individus de profils différents, multiculturels, multispécialités, multi-approches pour réussir à s'enrichir et à enrichir aussi les autres de son savoir. Il doit devoir faire preuve d'influence pour réussir à regrouper autour de lui un écosystème pour développer ses projets. Il doit pouvoir travailler en équipe, il doit savoir manager, ce qui n'est pas toujours très simple, il doit pouvoir motiver. Il doit pouvoir être agile, réactif, rapide, créatif, adaptable pour être dans ce monde et pouvoir évoluer dans ce monde de plus en plus horizontalisé. Et enfin, l'ingénieur doit être responsable et d'autant plus dans les petites et moyennes entreprises où là, il prend souvent, il est un ingénieur on va dire un ingénieur XXL, un mouton à 5 pattes où il va pouvoir embrasser et être responsable à part entière d'une activité. Donc ça, c'est ce qui a permis de déterminer la première étude. Donc, cette démarche prospective aujourd'hui s'enrichit d'autres études métiers comme celle sur lesquelles nous nous rendons compte aujourd'hui. Alors, merci pour ce rappel. Alors, Véronique Pfister, l'ingénieur, c'est évidemment un marqueur fort de l'identité de votre institution, le CNAM. Est-ce qu'on peut dire que l'époque qu'on vit, celle de toutes ces transformations que vous avez rappelées, représente finalement un levier supplémentaire pour affirmer plus que jamais votre institution comme, allez, je vais appeler ça un acteur de référence en matière de formation des ingénieurs en France et dans les territoires? Oui, tout à fait. Le CNAM a une longue tradition de formation des ingénieurs. En cours du soir, le siècle dernier, on a vraiment formé et permis souvent à des personnes en activité, et on le permet encore, qui veulent élever leurs compétences, et ça, nous le pratiquons toujours. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé très en amont sur ces mutations que vivent et que nous vivons tous, pour savoir comment préparer l'ingénieur de demain. Et ça reste dans notre ADN avec cette vision plus que jamais prospective. Merci beaucoup, Véronique Pfister, pour ce message qui replace très précisément les enjeux que revêt la dynamique des transitions dans lesquelles votre institution s'est engagée, on peut le dire, avec une réelle anticipation pour proposer une offre de services cohérente, adaptée aux nouveaux besoins des entreprises de l'ingénierie, et ce, en lien avec le monde professionnel, ici plus précisément avec la fédération Sinov et l'ensemble de ses composantes. Alors, justement, je vais interpeller l'un de ces éminents représentants qui est avec nous en cette fin d'après-midi. Bonjour Damien Racle, soyez le bienvenu parmi nous. Comment ça va? Alors, tout va bien, sauf... Le micro, Damien. Donc, comme quoi, ça arrive encore. Et voilà. Bonsoir Guy. Allez, je la refais. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je précise à notre public que vous présidez aux destinées de Sinov Ingénierie, l'un des 13 syndicats de la fédération Sinov. Dans le civil, vous dirigez un bureau d'études qui s'appelle Manexid et basé à Boulogne-Billancourt. Alors, cher monsieur, le CNAM et la fédération Sinov, c'est déjà une longue et fructueuse histoire. On vient de l'entendre de la part du CNAM. Vous le rappeliez lors de notre précédent rendez-vous, l'enjeu de cette coopération est clair, c'est préparer demain avec le concours des professions directement actrices de toutes ces transitions dont nous parlons. Du coup, est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous relater ce travail de fond et dire comment il s'inscrit finalement dans la stratégie de votre branche? Tout à fait. Donc, pour comprendre les enjeux, il convient de rappeler un petit peu qui on est et ce que c'est que cette ingénierie dont on parle. Et donc, effectivement, le Sinov, la fédération Sinov, qui regroupe 13 syndicats et 15 régions, est l'une des 2 organisations professionnelles représentatives de la branche BETIC. Donc, ce qui regroupe les métiers de la prestation de services intellectuels, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Et cette branche BETIC, en fait, c'est à peu près 1 million de salariés, 140 milliards de chiffre d'affaires et 70 000 entreprises qui sont essentiellement, et là je rebondis sur ce qui vient d'être dit, essentiellement des TPE, des PME,
puisqu'il faut savoir que 97% des entreprises de cette branche emploient moins de 50 salariés. Donc, quand tout à l'heure, on va parler de profils d'ingénieurs un petit peu omniscients, omnipotents, etc., on est vraiment dans des problématiques très concrètes sur des structures plutôt petites. La particularité de C9, c'est d'être extrêmement ancré territorialement et d'avoir une transversalité, puisque à travers les 13 syndicats, on aborde les sujets de façon pluridisciplinaire. Sur l'ingénierie en tant que telle, pour resituer un petit peu le débat autour des fluides, C9 Ingénierie est né de la fusion de 3 syndicats. La construction, l'infrastructure et puis la coordination. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'ensemble de l'acte de construire. Et donc, on est en plein dans le cœur des transitions. Je vous le confirme, on les vit pleinement, ces transitions à la fois écologiques, numériques, sociales, hein, puisqu'on s'intéresse aussi aux usages qui évoluent beaucoup. Et donc, nos enjeux, ils sont assez clairs. On est dans un monde qui est en pleine mutation. On est sur une activité assez dynamique. Et donc, on est très clairement avec des problématiques de ressources qui doivent être adaptées, bien formées, qui puissent être en capacité d'intégrer nos bureaux d'études. Et donc, on s'implique pleinement dans la promotion des métiers, et notamment sur les filières en tension que sont l'ingénierie et le numérique. On a un deuxième enjeu assez fort, hein, j'en profite d'avoir la parole, c'est la féminisation de nos métiers. Et donc, on le dit tant qu'on peut, c'est un métier absolument passionnant sur lequel tous les profils sont bien vus. Sur le partenariat avec le CNAM, je voulais juste souligner un petit peu, en guise d'illustration de l'intérêt de ce partenariat, l'endroit où est né ce partenariat. Il n'est pas né n'importe où, il est né dans un think tank qui faisait un petit peu ce prospective, qui s'appelle C9 Action, qui regroupe beaucoup d'organisations d'horizons très différentes, hein, de l'enseignement, de l'ingénierie, de l'assurance, de l'industrie, et qui a voulu investir ensemble dans la promotion des métiers de l'ingénieur, avec ce concept de l'ingénieur des transitions, c'est-à-dire celui qui, au-delà de ses compétences techniques, est en capacité à acquérir des compétences humaines, des valeurs fortes et beaucoup de savoir-être. Et on est effectivement très content de ce partenariat. Il y a eu 2 études de produites, plusieurs focus, un blog que je vous encourage tous à aller consulter. Et donc, voilà, ce soir, c'est une autre étape importante. Je voudrais juste me dire un petit mot tout particulier sur les fluides pour coller à la thématique du soir. Les fluides au sein de l'ingénierie, c'est le domaine qui est complètement au cœur des transitions énergétiques et environnementales et qui se trouve au cœur notamment de la future réglementation environnementale. Et donc, c'est vraiment un des piliers de l'ingénierie. Et donc, c'est un métier absolument passionnant. Donc, je suis très content d'être là et je me réjouis des débats qu'on va avoir autour de ce. Mais nous, on est heureux de vous avoir avec nous d'un miracle. Merci de nous avoir rappelé ces grands enjeux qui occupent les réflexions de votre syndicat. Ils sont parfaitement en ligne avec le travail qui va nous être présenté maintenant. Car justement, à l'instar de Véronique Pfister, il y a quelques minutes, vous évoquiez la récente étude métier réalisée entre le CNAM Grand Est et la fédération C9 avec le soutien financier de l'OPCO Atlas, étude qui s'est notamment intéressée, vous l'avez dit, au métier de l'ingénieur des fluides. Alors, on va prendre le temps de nous focaliser sur cette thématique. Je propose pour ce faire de découvrir une présentation des résultats de ce travail d'investigation qui a été mené fin 2020 et c'est avec Stéphane Jean Gérard que nous allons découvrir les principaux enseignements. Bonsoir Stéphane Jean Gérard, soyez le bienvenu, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Ça va bien, merci. Super, vous êtes chef de projet partenariat relations internationales au CNAM Grand Est. Si vous en êtes d'accord, je vous invite à relever un petit défi, mais je sais que vous saurez le relever, celui de nous dire en une douzaine de minutes tout ce que cette étude métier peut nous apprendre en matière d'évolution du métier d'ingénieur des fluides. Et c'est sur cette base, bien sûr, que nous pourrons ensuite nous appuyer pour dialoguer avec tous nos invités. On la joue comme ça? On la joue comme ça, challenge accepté, je vais essayer de faire vite. Merci beaucoup, on vous écoute. Alors, donc, webinaire, présentation de l'étude effectuée par avec le cabinet Goldstein que nous avons diligenté. Donc, dans le contexte, je vais
parcourir très rapidement. On en parlait. Le CNAM et le CINOV réfléchissent à l'évolution des formations pour répondre aux enjeux économiques, écologiques et sociétaux que nous vivons dans un contexte de transition. Dans le cadre d'une première étude et des suites. Donc le tout est consultable sur le blog ingénieurdestransitions.fr et l'étude de ce soir a été étendue notamment sur l'ingénieur des fluides. Donc en termes de méthodologie d'enquête, nous avons tout fait dans le dernier semestre de l'année 2020, avec des prises de contact, des réceptions de fichiers, une analyse documentaire, un envoi de questionnaires, des appels téléphoniques pour avoir un livrable qui a été donné au mois de décembre. Alors, le panel d'entreprises interrogées est certes un peu réduit, mais il reflète bien la diversité en fait, des acteurs et des adhérents au sein du CINOV par rapport aux résultats qui sont présentés ici. Donc, l'étude fait ressortir deux transitions majeures, à savoir la transition énergétique, celle de lutter contre le changement climatique, diminuer l'impact des bâtiments sur le climat. Ceci s'inscrit également dans le cadre du Grenelle de l'environnement 2007, où la France ambitionne d'atteindre la neutralité en carbone des nouveaux bâtiments à l'horizon 2050. Et la deuxième transition, c'est la transition numérique, donc l'évolution des outils, des équipements, des méthodes. On parle de chantier 4.0 qui se construit par des conjonctures et des opportunités de chantier. C'est un secteur très concurrentiel qui est soumis à une double contrainte, donc une expertise pointue des ingénieurs, mais la diminution des coûts des chantiers. Donc, ce qui a pour conséquence des compétences à développer qui sont nouvelles sur le marché. Donc, sous le métier ingénieur des fluides, en fait, le défi premier du métier, c'est de diminuer la pollution, globalement. L'ingénieur des fluides est, dans sa technicité, sur les éléments de l'eau et du gaz, principalement, et de l'air, donc pour produire une énergie propre. Donc, on décline ce métier sous trois spécialités, à savoir l'électricité, la climatisation et la plomberie. Donc, l'ingénieur fluide spécialité électrique, en fait, il organise les réseaux électriques, assure la maintenance, surveille les installations, évalue les risques, peut avoir des fonctions d'encadrement d'équipe et de gestion budgétaire. Bref, il est dans les évolutions technologiques, réglementaires actuelles qui requièrent un haut niveau de technicité à laquelle il doit adapter le professionnel. Donc, le deuxième métier, la spécialité climatisation, appelée aussi CVC, il obtient dans les locaux la température et la qualité de l'air exigées selon des standards du client ou des standards écologiques et même d'ergonomie. Il réalise les économies d'énergie sous des contraintes réglementaires et budgétaires. Donc toujours avoir le mieux avec le moins cher possible. Il intervient dès la conception pour conseiller le maître d'œuvre et chiffrer les coûts. Il pilote les installations des services énergétiques, coordonne l'ensemble de l'exploitation et de la maintenance, encadre les équipes et est toujours garant de la production de l'énergie dans le respect de la sécurité et de l'environnement. Ensuite, la dernière spécialité, la spécialité plomberie, il intervient dans l'installation et l'entretien des circuits d'eau, de gaz et les installations sanitaires et fait respecter la réglementation en vigueur et les normes. Voilà. Dans le panel des entreprises interrogées, ces trois métiers sont bien représentés. Donc, l'ingénieur fluide dans les bureaux d'études est présent à 88%. C'est un métier, effectivement, que l'on retrouve. Concernant la formation, ces métiers sont soumis à un cadre réglementaire, donc il y a une haute technicité sur les normes, une compétence juridique assez pointue et accessible principalement, et là on le voit sur ce croquis, par la formation initiale. Donc, les ingénieurs fluides sont souvent issus d'écoles d'ingénieurs d'université. On retrouve le CNAM, qui arrivent et des écoles spécialisées qui arrivent également sur le marché. Donc,
la voie de l'apprentissage est pourtant fortement voulue par les entreprises et c'est là où on voit un décalage entre les volontés de l'entreprise et l'offre de formation actuelle. La formation professionnelle est quasi absente, en fait, malgré le choix de... Là, on le voit bien, hein, envisagez-vous de recruter par la voie de l'apprentissage? Oui, à 60%. Et les entreprises sont prêtes à recevoir des apprentis à 72%. Pourtant, le recrutement post-formation se fait souvent par cooptation et par école. C'est-à-dire que là, on va voir des réseaux de professionnels, on va voir les écoles directement pour aller les chercher. Mais la voie de l'apprentissage ou le stage de fin d'études est très, très peu représenté dans ce corps de métier. Donc, la dynamique de recrutement à court et à moyen terme, on voit que le recrutement des ingénieurs fluides est prévu dans l'année, voire les 3 années au maximum à suivre. On voit que la demande du marché de l'emploi se focalise vraiment sur le climatique, le thermique et la performance énergétique, donc l'électricité. L'étude révèle que 89% des recruteurs sont des TPE, PME. 82% sont des bureaux d'études. Donc, on en parlait en introduction, effectivement, ce sont des toutes petites entreprises. Et là, on constate vraiment un écart entre le besoin du marché et les formations dispensées, notamment sur la capacité d'adaptation hors domaine technique et les soft skills des élèves. Donc là, on voit dans l'étude cet écart entre les compétences entre le prescrit et le réel. Les jeunes ont un esprit de synthèse, ont la capacité à manager, on manque d'esprit de synthèse, de capacité à manager, ils ont des compétences très théoriques, ils manquent parfois de maturité, de vision globale. Voilà, ils ne sont pas forcément tous au fait de la vie en entreprise, en fait. Donc, selon l'étude, toujours, hein, les compétences techniques demandées en entreprise, donc les compétences répandues sont toujours dans la technicité de l'éco-construction, les techniques d'amélioration, de l'énergétique, la gestion de projet, lacunaires des clauses de techniques particulières, la gestion budgétaire et les contrôles de conformité. En qualité personnelle, l'esprit d'analyse et de synthèse est là, la rigueur est là, mais l'esprit d'équipe, l'orientation client, le côté un peu commercial de l'ingénieur dans les bureaux d'études manque. La communication, l'aisance relationnelle et savoir argumenter, faire preuve de flexibilité par rapport au client est parfois un peu lacunaire. Donc, dans les évolutions à venir du métier, dans un horizon 2025-2030, on constate que ces métiers sont encore en cours d'évolution. La principale qualité de l'ingénieur fluide est de savoir se remettre en question sur ses acquis et de s'adapter aux évolutions de la technique et aux besoins du client et du respect de l'environnement. Pour cela, il a 2 compétences fondamentales à avoir, c'est faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse et comprendre et intégrer les besoins du client et du chantier. Le métier d'ingénieur, les évolutions à venir, c'est la voie de l'apprentissage qui a développé. 60% des entreprises interviewées envisagent de renforcer leurs effectifs par le recrutement d'ingénieurs. Donc, côté formation, les évolutions attendues sont l'intégration des énergies alternatives et environnementales dans l'étude de base, l'intégration de la déconstruction, plus d'imprégnation en entreprise et ce sur plusieurs types de postes. Donc, on retrouve encore cette transversalité. Une intégration plus avancée des nouvelles technologies par rapport aux nouveaux outils, donc la transition numérique. Une manière de penser l'apprentissage selon un modèle bailleur-entreprise formé à l'autonomie et aux relations humaines et maîtriser une langue étrangère puisque ces métiers ont vocation à s'internationaliser. Donc, pour conclure, les entreprises se disent prêtes à recruter et vont chercher un profil plus qu'un technicien. Les compétences humaines relationnelles lui seront donc fondamentales pour le futur ingénieur. Celles-ci sont souvent délaissées par les formations techniques, notamment en formation initiale, et on a un sentiment d'une mutation progressive de ces métiers du fait des transitions, particulièrement numériques, plutôt qu'une rupture rapide à court terme. Je vous remercie pour votre attention.
Merci pour cette présentation, Stéphane Jean Gérard. L'exercice n'est jamais évident. En si peu de temps, vous avez parfaitement su nous mettre en exergue les points clés de cette étude métier dont on comprend clairement des évolutions assez nettes et assez rapidement qui vont impacter les métiers de l'ingénierie, notamment le métier de l'ingénieur des fluides et toutes les attentes finalement des entreprises, du marché, comme vous dites. Je fais cette petite précision car vous l'avez compris, d'autres métiers ont été étudiés aussi. Vous pouvez notamment retrouver le webinaire que nous avions consacré tout récemment au métier d'ingénieur coordination de la construction. On avait évidemment sensiblement les mêmes constats, mais je crois que c'est bien de se pencher thématique par thématique sur chacun de ces métiers qui ont leur spécificité. Nous sommes donc parés maintenant pour approfondir tous ces éléments dans le cadre d'une conversation que je vais avoir le plaisir de conduire avec de belles personnalités qui ont accepté de prendre de leur temps en cette fin d'après-midi pour être avec nous et je vais vous les présenter tout de suite. Benoît Géhin, bonsoir cher monsieur. Soyez le bienvenu, comment ça va? Bonsoir, ça va? Alors très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. On vous a tiré de votre chantier pour vous amener à ce webinaire. Merci infiniment d'être avec nous. Permettez-moi de préciser que vous êtes ingénieur et dirigeant de Phaseo, un bureau d'études en ingénierie que vous avez créé en 2005. Il est basé à Argenteuil en Île-de-France. Vous êtes aussi un acteur engagé au sein de la fédération Sinov. Peut-être un mot sur votre engagement? Je suis engagé, au début j'étais inscrit, avant Sinov c'était le CICF. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, il y a maintenant plus de 16 ans, je me suis inscrit, on va dire 1 ou 2 ans après la création pour voir un peu ce que faisaient mes collègues, voir un peu différentes choses. Et je me suis vite rendu compte qu'on se retrouve facilement seul en tant que dirigeant et en tant qu'ingénieur pour certaines prises de décision. Et le fait de travailler avec des professionnels, comme là, en l'occurrence, c'était la CICF, ça m'a aidé à maintenir certaines situations ou certains problèmes techniques ou humains dans des entreprises avec une organisation professionnelle qui maintenant a évolué vers le Sinov. Et ça nous permet de nous mettre, on va dire, à la page autant que des grands groupes, puisqu'on est censé faire le même travail, mais avec des plus petites équipes et avec l'avantage d'être plus réactif. Et moins de disponibilité. Voilà, on est plus réactif, mais il faut entre-temps qu'on soit réellement aussi bon qu'eux, si on peut se permettre ce terme. Donc, avec le Sinov, ça permet d'échanger avec nos collègues, dirigeants ou non, de toute manière, et d'essayer de trouver des solutions avec les différentes réglementations, comme la situation qu'on vient de passer. On a eu quelques aides ponctuelles du Sinov par des avocats pour des situations qu'on a découvertes au fur et à mesure, comment gérer certains salariés avec des situations de télétravail et autres. Moi qui suis un peu de la vieille époque, je ne pouvais même pas envisager de faire travailler mes équipes loin de moi. Et là, j'ai totalement changé ma façon de voir et aussi aidé par des intervenants au Sinov. C'était les vendredis matin, je crois, à plusieurs moments, à plusieurs reprises. Donc, assez agréable. Merci pour cette magnifique page de pub. Je pense que Damien Racle aura apprécié. C'est même pas de la pub, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, je vous taquine. Je vous taquine, bien sûr. Nasser Nasri, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va bien. Alors, vous êtes heureux enseignant. De vous retrouver. Heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes enseignant référent de la filière ingénieur en énergétique au CNAM, en Grand Est. Vous faites un pont très cohérent, je crois, entre le monde académique et l'entreprise. Vous êtes aussi très impliqué sur le terrain. Vous conduisez de nombreuses expertises. Peut-être un petit mot sur cette expérience professionnelle? Alors, une expérience professionnelle qui est souvent liée à des diagnostics énergétiques, que ce soit des échangeurs ou des aspects plus classiques concernant la climatisation, etc. Et en même temps, je retrouve dans mes enseignements la thématique qui correspond justement à ce que je pratique régulièrement, et qui me donne à la fois en même temps un recul sur la transmission qu'il faut avoir pour donner plus d'efficacité, plus d'employabilité à nos jeunes futurs ingénieurs. Eh ben, on va en parler avec vous. Merci beaucoup. Brahim Benhamar, bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau virtuel, entre guillemets. Tout va bien pour vous? Bonsoir Guy, bonsoir à tout le monde. Très bien, très bien.
Alors, merci de prendre votre temps pour témoigner de votre double expérience, là aussi, celle d'ingénieur des fluides et celle d'enseignant en énergétique dans la filière ingénieur en énergétique au CNAM en Grand Est, dans laquelle vous êtes particulièrement investi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour mieux vous connaître encore? Effectivement, donc je suis dans le monde professionnel dans un bureau d'études au Luxembourg depuis 2013 et avant donc j'étais dans un bureau d'études en France et depuis 2009 donc depuis la création de cette filière donc d'ingénieur on va dire en énergie. Donc, je suis impliqué au CNAM depuis 2009, donc j'apporte, on va dire, mon expérience de bureau d'études, donc pour, on va dire, soutenir l'équipe enseignante au CNAM. Merci. Florian Juncker, bonjour. Merci d'avoir accepté et d'apporter votre témoignage à l'occasion de ce webinaire. Tout va bien pour vous? Très bien, merci. Alors, vous aussi allez pouvoir nous exposer votre double jeune expérience, celle de l'élève ingénieur au CNAM en Grand Est, en dernière année d'apprentissage dans la spécialité énergétique, et aussi celle de l'apprenti au sein du groupe de Mathieu Hébard, plus précisément au sein de l'agence Lorraine basée à Metz. Florian Juncker, même si la réputation du groupe de Mathieu Hébard n'est plus à faire, quelques mots tout de même pour présenter plus spécifiquement l'agence qui vous accueille et la fonction aussi que vous y occupez. Avec plaisir. Donc, tout d'abord, une petite précision. Simplement, j'ai démarré chez de Mathieu Hébard Construction à Metz, au sein de la direction technique régionale. Et je suis passé depuis 2 ans dans la filiale DB Maintenance, donc, qui a été créée en 2018. Là, en ce moment, je suis apprenti ingénieur en efficience énergétique et je me charge de l'optimisation des consommations pour le patrimoine DB, pour lequel DB Maintenance est mission. Très bien. Merci, merci à vous. Alors, merci à tous les 4. On va profiter bien sûr au maximum de votre présence, de vos expertises et de vos expériences. Alors, on va peut-être faire ensemble un premier tour de table assez rapide pour recueillir vos réactions, vos analyses après cette présentation sommaire mais précise de l'étude métier que vient de nous faire Stéphane Jean-Gérard. Quel enseignement principal vous en retirez? Quel point particulier vous marque? Je commence avec vous, Benoît Géhin. Vous avez d'ailleurs participé, je crois, au panel d'entreprises interrogées. Monsieur Géhin, on ne vous entend pas. Voilà, ça ira mieux. On va faire un concours. Voilà. Bon, en tout cas, pour ce qui a été présenté, je trouve, par Monsieur Jean Gérard, c'est ça? C'est ça. La présentation est assez juste. Et moi, ce que je vais dire, c'est aussi pour ça que j'aime ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. C'est pour ça que si on n'a pas un peu l'esprit un peu logique et prêt à revoir totalement ce qu'on se connaissait la veille, il faut faire un autre métier. C'est pour ça que l'ingénieur, moi, ce que je souhaite, en tout cas pour les ingénieurs futurs comme ceux actuels, c'est qu'ils sachent s'adapter aux différentes solutions et qu'ils ne prennent pas tout ce que on leur a appris comme de l'acquis définitif. Par exemple, quand on parle du thermique, les réglementations thermiques, elles changent régulièrement. Il y a des apports techniques qui sont intégrés, il y a les énergies renouvelables. Donc, dans nos métiers, il y a quand même la possibilité de se remettre en question régulièrement. C'est pour ça que les ingénieurs, le savoir-être, c'est très important, le savoir-apprendre, et la remise en question est très importante. J'ai eu beaucoup de nouveaux ingénieurs en 16 ans, même avant, parce que j'étais dans un autre bureau d'études et j'avais une équipe à gérer. Certaines personnes se disent, ça y est, on a notre diplôme d'ingénieur, ça y est, c'est bon. Et non. C'est comme un permis de conduire. On apprend, nous autorise à conduire, mais c'est en conduisant qu'on apprend. Et puis, il faut se remettre en question parce qu'il y a des nouveaux panneaux qui arrivent, il y a de nouvelles réglementations. Et l'ingénieur, il doit être vraiment adaptable aux différentes situations. Et moi, c'est pour ça que j'aime aussi mon métier. C'est parce qu'on ne fait jamais la même chose. Quand on se dit qu'on va faire un CCTP, une affaire, un hôpital, ça sera la même chose dans 2 ans. On se trompe. Totalement. Merci pour cette première réaction. Florian Juncker, qu'est-ce que vous retenez, vous, des éléments qui viennent de nous être présentés en quelques mots? Je retiens que les besoins des entreprises ils évoluent et je pense qu'ils vont évoluer de plus en plus vite avec les solutions technologiques. Vous le vivez déjà? On le vit déjà et je pense que oui, ça va vraiment s'accélérer. Donc, je comprends que les compétences des ingénieurs doivent suivre avec.
Brahim Benamar, sans trop entrer dans les détails, votre première impression à l'issue de cette présentation de l'étude? Donc, dans cette présentation, donc, je retrouve bien les caractéristiques du profil d'ingénieur donc, recherché donc, en entreprise. Donc, cet ingénieur doit donc, en effet disposer d'un large champ de compétences et de connaissances donc, pour répondre aux évolutions du métier donc, actuel et à venir. Nasser Nasri, j'imagine que vous êtes sur la même ligne que votre collègue, si je peux me permettre. Vous retenez un enseignement particulier peut-être de l'étude? Non, j'ai toujours pensé, et je continue à le penser, que même, comme le stipule l'étude également, que le rôle d'ingénieur va considérablement se diversifier, et cela à mesure que la transition énergétique va s'effectuer. C'est-à-dire qu'il y participe, mais en même temps, il est obligé de se diversifier, donc il est amené à manager à plein de connaissances qui doivent être transverses. Ça, c'est naturellement transverse. Et c'est comme ça qu'il pourra garantir un modèle qui permettrait de travailler sur des projets complexes, qui doit aligner à la fois des besoins techniques pluridisciplinaires, des besoins managériaux. Et donc, les enseignements seront de plus en plus, doivent intégrer des sciences dures et des sciences douces, de façon à ce que l'aspect des futurs ingénieurs ait un bagage à la fois scientifique et une grande expérience de manager en entreprise. Voilà pour moi l'idée. Merci messieurs pour ces premières réactions. On va faire un peu mieux connaissance avec vous, Benoît Géhin. Est-ce qu'on peut faire un rapide retour sur image sur votre parcours professionnel, notamment sur ce qui vous avait amené finalement à créer Phaseo? Vous dites que vous aimez votre métier. En fait, j'étais salarié depuis 15 ans dans un autre bureau d'études où je faisais les études, du suivi de chantier, enfin, très intéressant. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais amener ma barque si je voulais en fait créer une entreprise d'électricité tout bêtement et entrer dans les énergies renouvelables. Et en fait, mes clients du moment m'ont demandé de continuer des projets en cours. Donc, je suis resté dans la maîtrise d'œuvre et dans l'ingénierie. Et avec l'évolution des métiers, à l'époque, AutoCAD était quand même bien engagé, donc je commençais à bien utiliser le sujet. Et je voyais que les techniques changeaient régulièrement, comme le smart grid, l'interconnexion avec les panneaux solaires, l'écologie, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Donc, tout ce lien écologique m'intéressait beaucoup pour développer le métier. Et selon les affaires que j'ai pu traiter, je me suis rendu compte qu'on n'était qu'au début d'une évolution technique qui allait devenir très importante. Et j'avais vraiment envie d'en faire partie en tant que, c'est un grand mot, mais participant ou meneur en tout cas. Bien sûr. Vous pouvez nous décrire un petit peu Phaseo, ces hommes, ces métiers, ces marchés? Phaseo, j'ai même créé une agence en Angleterre pour les Jeux Olympiques quand c'était à Londres, que j'ai fermée pour le Brexit. Ces métiers, c'est surtout à la base un bureau d'études d'ingénierie électricité. C'était mon domaine initial. Et après, j'ai développé pour la partie environnement, avec certains sujets, beaucoup de solaire, photovoltaïque, des énergies complémentaires. Petit à petit, j'ai fait des études thermiques parce que de temps en temps, il fallait faire du package, on va dire ça comme ça. Et mon équipe, j'ai eu jusqu'à une quinzaine de personnes, et là, on n'est plus que 5-6 suite à la situation que l'on vient de vivre. D'accord. Alors, quels sont actuellement les grands enjeux de votre secteur? Quels sont ceux qui ont un impact direct et significatif sur votre activité, selon vous? L'impact, déjà, c'est, je pense que suite à la situation que l'on vient de vivre, les clients, les maîtres d'ouvrage, ils sont en train de revoir leur façon de penser le futur. Est-ce qu'on va faire des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logement, des bâtiments mixtes? Il y a plein de choses et des chantiers qui ont été arrêtés comme ça. Il va y avoir aussi des villes qui vont être créées en globalisant des puissances des énergies. C'est pour ça que ce qui est un peu surprenant, c'est que les gens ont un souci d'économie d'énergie, mais en fait, on demande encore plus de besoins, les voitures électriques par exemple. Donc, il y a un déséquilibre de réflexion et c'est pour ça qu'il faut remettre un peu tout en question. Que le gouvernement fasse le plan de relance, c'est bien, et c'est même très bien, mais à côté, il y a d'autres choses. Il faut peut-être faire des économies avant de faire toute cet amalgame de technologies, de connaissances. Il faut essayer de prendre le meilleur de tout ça, puis faire un résumé le plus propre pour que le client, que ça ne lui coûte pas non plus trop
trop cher parce qu'il faut aussi penser à la rentabilité d'une entreprise. Bien sûr. Alors, Monsieur Géant, on comprend bien toutes ces diversifications auxquelles vous êtes confrontés, dans lesquelles vous devez engager votre entreprise et ce que vous faites. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez des difficultés pour trouver des bons profils pour recruter? Alors, même si vos effectifs baissent, j'imagine que vous êtes toujours dans une dynamique pour chercher de nouvelles ressources, des pépites. J'ai même eu des apprentis, des stagiaires, des ingénieurs qui sont venus dans l'entreprise, certains que j'ai recrutés. Mais bon, comme mon entreprise, c'est une plus petite structure, après, les uns et les autres vont essayer dans des grands groupes, même si au bout de 3-4 ans, ils me rappellent, ils me redemandent pour revenir dans l'entreprise parce que c'est pas si merveilleux que ça dans les grandes structures. C'était juste une petite parenthèse. Et ça doit vous faire plaisir qu'ils reviennent chez vous. Voilà, ça me fait plaisir, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, pour recruter les bonnes personnes, c'est pas simple. J'essaye d'être vraiment ouvert, mais je vais être dur sur ce que je vais dire, mais on va dire une dizaine d'ingénieurs que j'ai pu avoir dans l'entreprise, des personnes vraiment compétentes et au niveau que j'attends. Si j'en ai eu 3, c'est beau. Pourquoi vous pouvez dire ça? Pourquoi? Parce que… Allez, un ou deux arguments. Un ou deux arguments, c'est que certains s'imaginent qu'ils ont le diplôme, ils savent. Ils ne se remettent pas en question. D'accord. Okay. Par exemple, là maintenant, on fait du BIM. Honnêtement, faut pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, même si on en fait tout un cinéma. J'étais à BIMWorld hier, on fait tout un cinéma du BIM, mais c'est une transition que l'on a vécue avec le calque et AutoCAD. C'est une transition. Donc, il y a des nouveaux métiers, des nouveaux business qui se créent. Bon, à un moment, tout ça, ça va se passer. Et pour certains ingénieurs, c'est pareil. Donc, il faut tout revoir. C'est que même s'ils ont pris les formations BIM, par exemple, en fin de compte, ce qu'ils ont appris, maintenant, on fait autrement. Donc, il faut vraiment, et c'est ça le problème, je reviens sur ça, pour certains ingénieurs qui sont un peu trop formatés, qui ne s'ouvrent pas, c'est compliqué. Ce n'est pas une question de cerveau, de capacité, c'est une question de comportement. C'est ce que je comprends. Oui, voilà. Florian Juncker, pourquoi vous lancez dans une formation pour devenir ingénieur? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi pour vous, devenir ingénieur? Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Il doit être complet avec des compétences je dirais, techniques de gestion de projet pour suivre les projets de l'étude jusqu'au pilotage, avoir des compétences managériales aussi. Donc, moi, j'ai voulu devenir ingénieur parce que je souhaite un jour entreprendre aussi. Donc, pour moi, c'était le meilleur moyen de réussir dans cette voie. Je pense que la polyvalence d'un ingénieur est tout à fait compatible avec l'entrepreneuriat, pour peu qu'on le fasse bien, comme disait monsieur. Bien sûr. Mais il faut toujours le faire bien, quel que soit le métier. Florian Juncker, est-ce qu'on peut revenir sur votre scolarité juste avant? Quel est votre parcours depuis le baccalauréat? Juste pour savoir. Un baccalauréat scientifique suivi d'un DUT génie thermique et énergie en initiale, avant de rentrer. Et depuis 3 ans, donc, vous êtes au CNAM. Alors, pourquoi avoir choisi cette école d'ingénieur particulièrement? Alors, je m'étais renseigné sur la spécialité du diplôme, donc dans la continuité de mon DUT génie thermique, déjà parce que ça m'attirait. Également sur la réputation du CNAM, voilà, qui est plus à faire. Aussi et surtout sur l'accent qui a été mis sur l'apprentissage. J'y tenais absolument déjà pour plusieurs raisons. Donc déjà pour la professionnalisation. Je voulais pas arriver sur le marché du travail sans réelle expérience professionnelle. Avoir un salaire quand on est étudiant, c'est sûr que… Bien sûr, ça compte. Le fait que l'école soit financée aussi par les entreprises, voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir financer une école d'ingénieur plus un appartement quand on n'a pas de revenus. Voilà. Donc, je voyais que des avantages, moi, à être étudiant en apprentissage. Alors, comment vous avez vécu cette année un petit peu particulière, enfin, ces 15-18 derniers mois? Je crois savoir que la qualité du travail n'en a pas du tout souffert, malgré la nécessaire distanciation. En matière d'adaptation aux situations complexes, d'ailleurs, vous avez été servi, non? Une année très particulière, ça c'était sûr. On a été rapatriés pendant un échange à Newcastle. On s'est très vite adapté, surtout l'entreprise. On a été rapidement en télétravail. La construction a été arrêtée un temps, mais la maintenance, ça ne s'est jamais arrêté.
On parle un peu de vos responsabilités qui vous incombent au sein de Mathieu et Barre, vos missions et comment se passe votre apprentissage. Mon apprentissage, il se passe très bien. J'ai eu la chance de travailler pour cette filiale qui est récente avec un directeur qui donne beaucoup de confiance et de responsabilité aux apprentis. Mm-hmm. Énormément d'expérience en 2 ans, de travailler sur des projets très intéressants. Par exemple, j'ai eu la chance d'être à l'origine du projet de mise en place du suivi actif des consommations et des dérives, comme je vous disais tout à l'heure, sur les chantiers à l'échelle du groupe français et au Luxembourg. Électricité, eau, véhicules, émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà, on a mis en place un outil, on a automatisé la relève des données, on a travaillé sur les procédures, sur la complétude. Voilà. Et en ce moment, on est sur la phase d'analyse des résultats, donc content des projets que j'ai eus. Vous avez pris le taureau par les cornes. Nasser Nasri, en tant qu'enseignant, ça fait évidemment plaisir d'entendre ce témoignage. Allez, plutôt rempli d'énergie, non? Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Oui, oui, on peut dire que ces efforts sont quelque part récompensés par ces témoignages, ce type de témoignage. Mais tout cela, il faut quand même le situer dans un contexte de confiance que l'on essaye d'avoir entre les chargés d'enseignement et nos apprentis, de façon à leur donner et les stimuler par rapport à ce qui se fait, non pas d'une manière très théorique, mais d'une manière beaucoup plus objective, et c'est ce qui permet d'avoir cette confiance en eux et par eux. Voilà. Alors justement, Monsieur Nasri, quelles sont les lignes de force des formations d'ingénieurs dans lesquelles vous êtes impliqué au CNAM, notamment sur les métiers de l'ingénieur des fluides, puisque c'est notre thème ce soir. Comment est-ce que vous préparez très concrètement les jeunes élèves à devenir ingénieurs dans ce domaine, dans ces domaines? On est d'abord essentiellement depuis longtemps, hein, c'est une préparation qui tient compte de plusieurs facteurs, parce que c'est un travail qui doit suivre les évolutions des besoins des entreprises. Donc, il y a un recueil de leurs besoins. Alors, un recueil souvent par des contacts, par des petites réunions, par des séminaires, enfin, par des échanges assez réguliers. Et j'en profite aussi pour souvent mettre des chargés de cours qui sont majoritairement issus du monde professionnel, hein, donc que ce soit du bâtiment, du bureau d'études ou des experts, de façon à garder tout le temps les aspects objectifs du monde de l'entreprise et garder aussi un œil ou un état de veille, je dirais, sur ce qui se fait, et notamment dans le contexte réglementaire qui évolue assez rapidement dans le domaine énergétique. Alors pour répondre à toutes les contraintes, tous les enjeux que vous exprimez les uns et les autres, Nasser Nasri, les rythmes de l'alternance, les exigences de la CTI, de la commission des titres d'ingénieur ou d'autres points que je n'ai pas forcément évoqués là, comment vous gérez tout ça? Comment vous intervenez pour faire en sorte que la formation soit clairement adaptée aux besoins? Alors, il y a des contraintes, hein, vous venez de les citer. Hein. On a des contraintes d'ordre réglementaire. L'ordre des ingénieurs, même s'il n'existe pas, on a quand même une commission d'accréditation qui veille à ces programmes. Il y a aussi les exigences de l'entreprise à travers les rythmes de l'alternance et les profils de recrutement qu'elle souhaite. Donc, il y a tout un travail dans lequel je suis actuellement d'ailleurs pour la prochaine promo, sur les profils qui vont pouvoir s'adapter aux entreprises et sur des propositions qui soient assez mesurées par rapport aux besoins d'une entreprise. On fait un peu du profilage par rapport aux entreprises de façon à satisfaire déjà la demande, et ensuite on est sur des rythmes qui sont maintenant connus, hein, puisque cette formation a une quinzaine d'années derrière elle. On a adapté suffisamment les alternances de façon à rendre à la fois un travail productif et qui est mené à terme, qui est bien mené à terme dans l'entreprise pour que la personne puisse revenir vers nous. Donc, la première année, on est globalement sur des alternances de 5 semaines entreprise, 3 semaines CNAM, par exemple.
Alors, c'est un rythme qui est absolument nécessaire pour mener à bout un projet ou des missions que lui confère une entreprise. Ensuite, en deuxième année, on passe sur d'autres contraintes. On est à 4 semaines entreprise, 4 semaines CNAM, parce que dans ce cas-là, on est quand même avec une nouvelle contrainte, c'est les études que l'on fait en immersion à l'étranger. Donc, en collaboration avec l'université de Northumbria, que j'ai initié déjà depuis quelques années, nous continuons encore à trouver en eux un prolongement naturel du champ académique que l'on anime ici, mais de façon donc mis sous le format anglo-saxon. Et enfin, en troisième année, on consacre beaucoup de temps à l'international. Ça, ce sont les recommandations, pour ne pas dire les exigences de la CTI, qui sont de plus en plus amplifiées. Et nous partons maintenant sur des missions qui vont vers à l'étranger, qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc, nous n'y sommes pas, mais on essaye d'avoir cette cible-là dans les années à venir. Ce qui nous amène à un parcours académique qui est relativement restreint, puisqu'il occupera la moitié il occupera le premier semestre en gros, et le deuxième semestre, les enseignements ne seront plus dispensés comme traditionnellement c'est fait, puisqu'il y aura un enseignement par projet, une préparation aux mémoires de fin d'études, bien entendu, et cette fameuse immersion à l'international qui est, encore une fois, une double exigence de la CTI pour pouvoir avoir exactement le même profil que l'on a au niveau des ingénieurs français. Brahim Benamar. Oui, pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'était juste pour dire que l'exigence va aussi sur l'entreprise, puisque j'en ai pas trop parlé, mais le volet le plus important que l'on consacre sur des promotions que j'essaie de maîtriser en nombre, que j'essaie de trouver dans lequel on a à peu près un modèle qui est d'effectif, qui est intéressant, qui va de 24 à 30, pour pouvoir travailler sur une bonne mobilisation des enseignants dans le suivi de ces apprentis dans les entreprises. Et ça aussi, c'est le meilleur lien qu'on puisse avoir pour les échanges, pour la confiance de l'étudiant et pour son avancée en expérience professionnelle. C'était justement la transition que je voulais faire, mais merci, vous m'y amenez encore plus facilement avec Brahim Benamar, parce que l'un des points clés dans les méthodes d'apprentissage évoquées par Nasser Nasri repose aussi dans la bonne articulation entre le maître d'apprentissage et l'école. Alors, quelles sont les spécificités de cette relation selon votre expérience actuelle, M. Benamar? Effectivement, donc cette relation est primordiale donc, pour l'apprenti en premier lieu, mais également pour la connaissance des besoins ou bien des nouveaux besoins, on va dire, des entreprises via ou bien à travers ces échanges avec les maîtres d'apprentissage. Donc cela permet de nourrir, on va dire, leurs références académiques de la formation. Donc il faut savoir aussi que le suivi est très encadré, donc de façon à déceler d'éventuelles, on va dire, des défaillances dès le début de l'apprentissage, et bien entendu, donc réassurer l'apprenti et l'entreprise par l'intermédiaire d'une présence régulière et attentive. Donc, en attendant de susciter donc progressivement une certaine autonomie de l'apprenti dans ses missions d'entreprise. Alors justement, c'est un de vos objectifs majeurs, de générer cette autonomie. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Comment les préparez-vous à gérer, on va dire, des situations plus transversales, voire exceptionnelles? Ça peut arriver. Déjà, l'autonomie, donc, c'est un facteur, on va dire, primordial que réussit l'apprentissage, donc, d'une façon naturelle, donc, en raison des mises en situation réelles dans l'entreprise. Donc, les différentes missions qui sont confiées, donc, par l'entreprise l'amènent à se situer par rapport au contenu de la formation. Dans, on va dire, mon cas, j'interviens, donc, je suis dans un bureau d'études, aussi j'interviens au CNAM. Donc, ça me permet d'adapter, donc concrètement, ça me permet d'adapter donc le contenu de cours et aussi de donner, par exemple, des exercices ou bien des études de cas qui sont, on va dire, qui viennent réellement, on va dire, qui sont concrètes. Issues du monde professionnel. Voilà. Et donc, voilà. Donc ces études de cas, donc, nécessitent donc une vision, donc, à la fois globale et transversale. Nasser Nasri, vous souhaitez compléter ce point? C'est un sujet central, évidemment.
Oui, c'est le pivot même le pivot fondamental de la formation qui nous anime. Ce que vient d'évoquer mon collègue M. Benamar me paraît extrêmement pertinent parce que effectivement, l'approche que l'on recherche à travers les cours, notamment en deuxième année, c'est déjà une approche qui mise sur l'expérience professionnelle. Alors, sur quelle expérience professionnelle? Eh bien, sur celle qu'ils vont acquérir effectivement sur des missions qui vont encore une gradation des missions qui se fait entre la première et la deuxième année, où ils passent quand même à une vitesse supérieure, donc il y a un objectif des missions qui sont beaucoup plus autonomes. Et on vient aussi conforter tout cela par des acquis, à travers l'expérience professionnelle des chargés de cours. Donc, on voit que le paysage des chargés de cours change déjà en deuxième année. On n'a plus des universitaires au sens traditionnel du terme, mais on se retrouve avec des enseignants, des chargés de cours qui ont une expérience professionnelle qui est souvent assez forte, de façon à ce que l'année soit consacrée à un début des acquis qui mènent vers le travail de l'entreprise. Et donc, ça donne tous les outils qui permettent d'être opérationnels dans l'entreprise dès la deuxième année. Voilà. C'est l'objectif et c'est ce qui va faire leur autonomie, bien sûr. Merci Benoît Géhin. Donner à ces jeunes apprenants les clés pour qu'ils puissent devenir de jeunes professionnels autonomes, c'est essentiel dans votre activité. Vous appelez de vos voeux qu'on continue dans cette voie, j'imagine, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Exactement. Bon, de bonnes bases techniques, c'est le b.a.-ba initial, mais pour le reste, oui, des expériences métiers, des cas concrets. Je reviens sur ce que disait M. Jonker. Pour moi, un ingénieur doit être ingénieux. C'est tout bête, mais... Florian Jonker, parlez-nous un peu de ce que l'on vous enseigne au CNAM. On voudrait avoir la version de l'élève aussi. J'imagine que vous faites des maths, de la physique, mais pas que, de la culture numérique peut-être, des techniques managériales. Vous nous dites un peu? Moi, j'ai été servi quant à mon envie de polyvalence. C'est vrai qu'on nous enseigne beaucoup de bases scientifiques théoriques déjà en première année pour remettre tout le monde sur... C'est important, bien sûr. De la thermo, résistance des matériaux, et aussi de la gestion de projets avec des projets concrets, du droit environnemental par exemple, de la culture numérique aussi, avec des projets BIM de plus en plus, donc ouais, c'est transversal. Florian Jonker, vous abordez les dernières étapes de votre formation, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous semble réellement acquis aujourd'hui? Quelles sont en revanche les compétences pour lesquelles vous vous sentez un peu juste encore? Je pense déjà avoir acquis le fait d'être devenu un vrai professionnel, voilà, après 3 ans dans le monde du travail. Je suis relativement à l'aise en public, ce qui n'était pas forcément le cas avant. J'anime des réunions, je manage des équipes, donc voilà pour ça. Après, des compétences trop justes, je pense pas. C'est sûr qu'il y a toujours matière à s'améliorer, à se former, et il faut. Bien sûr. D'ailleurs, mais je ne ressens pas de lacunes particulières. Mais vous êtes à l'aise, vous vous sentez à l'aise? À l'aise, oui. Au fait, vous en êtes où avec l'anglais? Parce que ça aussi, c'est important. Monsieur Nasri a parlé de l'internationalisation et c'est vrai que c'est important. C'est la question qui fâche. Non, c'est très important même. J'ai pas fait exprès, je ne savais pas. Oh non, pas pour moi. J'ai beaucoup de camarades qui luttent avec l'examen du TOEIC. C'est l'examen à passer chez nous. Pour moi, ça se passe bien. Je l'ai validé l'année dernière. J'ai Bravo. Un score de 950 sur 990, donc ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à travailler en amont. C'est un conseil qu'on peut donner à tous les élèves ingénieurs, on est d'accord? Ne pas attendre le dernier moment pour le travailler. Exactement. Merci. Merci pour eux. Florian Jonker, comme on est juste entre nous, est-ce que vous pourriez nous dire quels seraient, selon vous, les points à renforcer quand même dans cette formation d'ingénieur que vous suivez, voire plus globalement même dans le système éducatif? Alors, je vais commencer déjà. Il faut absolument une machine à café moins souvent en panne au CNAM de Nancy, ça c'est primordial. Le message est passé, voilà. Je pense que la formation est plutôt bien adaptée aux nouvelles technologies. Ouais, j'ai travaillé sur des projets concrets, parfois même interpromo, donc pourquoi pas en faire encore davantage, ce serait une bonne chose. Benoît Géhin, à écouter tous ces témoignages, est-ce que vous avez le sentiment que le monde de la formation s'adapte suffisamment vite aux besoins de votre secteur? Parce que ces témoignages démontrent que les choses sont faites
relativement bien depuis des années en matière de référentiel de formation, de maquettes pédagogiques qui évoluent rapidement, je crois en tout cas. Les modes d'apprentissage aussi ont évolué. Mais votre avis, quel est-il? Oui, j'ai quand même le sentiment que ça bouge. De toute manière, on le voit bien avec Monsieur Nasri, Monsieur Benamar, ils sont impliqués dans leur sujet, donc c'est agréable d'entendre, parce qu'à un moment, la finalité, c'est quand même de rendre nos métiers rentables et puis tomber sur des bonnes personnes et agréables, déjà pour travailler ensemble et puis monter des beaux projets. Mais je vois que Funker, il a l'air très bien, très disponible, qu'il n'hésite pas à envoyer son CV. Non, parce que genre, tout en plaisantant, je remarque qu'il est impliqué. Ce qu'il faut, c'est aimer ce que l'on fait. Et si les étudiants n'y vont pas par dépit et qu'ils sont impliqués et qu'ils aiment ce qu'ils font, ça sera que du plaisir. Et puis, il faut continuer comme ça. Il faut donner goût et envie. Je pense que c'est ça qui est important. Bien sûr. Je me rends compte que quand même, on intègre des formations complémentaires pour certains étudiants. Je l'évoquais, là, j'étais au salon de BIM hier. Il y a quand même des universités qui s'y intéressent. Ils ne savent pas trop de quelle manière et qu'est-ce que ça peut apporter réellement, mais il faut se mettre à la page. Peut-être que dans 2-3 ans, ça sera autre chose, qu'il faudra connaître mieux, le SMART ou autre. Bien de se mettre au courant pour les étudiants, pour leur donner envie, et puis qu'il y ait du plaisir à apprendre. Mais plus spécifiquement sur l'ingénieur des fluides, puisque c'est notre thématique, quelles sont les compétences sur lesquelles il faudrait aujourd'hui encore investir davantage? Est-ce que vous avez des exemples concrets à mentionner dans votre propre activité? Oui. Je sais que c'est un sujet de diversification chez vous d'ailleurs. Oui, exactement. Moi, je sais que même dans les 3 métiers, là, on a mélangé un peu les fluides entre électricien, plombier, climaticien. Je pense qu'on ne peut pas connaître forcément les 3 métiers par cœur. Je pense que c'est des spécialisations si on veut les faire bien. On peut très bien toucher à tout, comme dit M. Jonker, voilà, être un peu un généraliste, mais on ne sera pas pointu et expert. Et dans nos métiers d'ingénierie, de temps en temps, il faut le pointu et l'expert. Donc, c'est pour ça que sur certains chantiers, on peut faire du généraliste. Et certains chantiers, il faut être vraiment quasiment spécialiste. C'est pour ça que cette formation, elle peut être bien. Peut-être que c'est avec le temps et le travail et le métier qui sera plus orienté l'un vers l'autre, qui nous permettra à l'étudiant, qui permettra à l'étudiant d'être plus spécialiste. Mais on ne peut pas non plus apprendre trop de généralité. Et c'est pour ça que certains ingénieurs que j'ai pu avoir, qui étaient généralistes, ils se sont mis, par exemple, dans l'environnement et ça leur a plu et ils ont pu intégrer différentes choses. Et après, ils ont abandonné la CVC, la plomberie. C'est pour ça, quand je parlais d'adaptation ou de permis de conduire, c'est vraiment d'apprendre une généralité, mais ne pas oublier que dans l'ingénierie, il faut quand même aussi des spécialistes. Dans la haute tension, il y a des cas, il y a des choses particulières qu'il faut connaître. Quelqu'un qui picore un peu partout, c'est comme un musicien, on ne peut pas être musicien de tous les instruments. On a son instrument de prédilection. Ça me semble important. Monsieur Benamar, du coup, parce qu'on entend beaucoup le mot transversalité, mais en même temps, Monsieur Géa insiste sur la dimension spécialisation pour être bon dans son secteur. Comment on gère ça en matière d'apprentissage? Donc, en termes d'apprentissage, donc n'oublions pas que l'entreprise réussit une bonne partie de cet, on va dire, objectif. Donc à cela se rajoute, par exemple, si je prends l'exemple du CNAM, des contenus qui sont, on va dire, adaptés et surtout de nombreux projets, donc mobilisant des connaissances transversales, sans oublier bien entendu les conseils de perfectionnement. Monsieur Nasri, pour prendre en compte toutes ces évolutions, il faut peut-être aussi raisonner formation tout au long de la vie. Quel est votre point de vue sur cet élément-là? Et au CNAM, on est bien placé pour parler de formation tout au long de la vie. Oui, l'existence même du CNAM est justifiée initialement par ce format, je dirais, d'accompagnement tout au long d'une carrière professionnelle. À travers les nouveaux défis que l'on a, même s'il y en a eu déjà dans le passé, je parle pour l'ingénieur, l'état des connaissances aujourd'hui d'un ingénieur doivent être régulièrement revitalisés. De plusieurs façons. Il peut y avoir des mises à jour que l'on peut avoir à travers des séminaires. On peut avoir, nous, dans notre cas, ce que l'on fait, c'est on essaie d'entamer ces fameux projets pluridisciplinaires qui touchent au projet des transitions. Donc, j'aimerais toucher un mot dans la partie qui nous concerne
les premières années, deuxième année, troisième année travaillent avec des projets pluridisciplinaires avec toutes les autres promotions, d'autres spécialités. Donc, ce qui permet de regrouper l'ingénieur en sécurité avec l'ingénieur en démantèlement, l'ingénieur en bâtiment, l'ingénieur en système énergétique. Et du coup, ça leur apporte une vision globale sans effectivement pouvoir se spécialiser dans l'une ou l'autre, mais et aussi la création de modules d'ouverture, des modules d'ouverture qui permettent des choix conscients de l'étudiant et qui lui permettent d'aller vers une direction qu'il souhaiterait aborder un peu plus profond, approfondir. Et dans ce cas, tout cela doit contribuer normalement à cette mise à jour parce qu'aujourd'hui, la prise de conscience écologique, etc., incite la plupart des étudiants vers ce domaine-là, vers nos domaines, et ils viennent donc en ayant conscience des besoins qui sont créés par cette situation. Enfin, je dirais qu'indépendamment du cycle de notre cycle de formation du CNAM, quoi qu'il arrive, l'ingénieur est appelé à se renouveler, et on le voit notamment à travers de divers séminaires de formation d'entreprise, et que moi-même, dont je suis souvent convié pour en donner par rapport à ces expertises, et aussi par rapport à la diversité des missions, des exigences des missions qui sont données aux ingénieurs aujourd'hui. De plus en plus, on leur demande d'être compétitifs et d'être aussi l'homme solution vis-à-vis du client, c'est-à-dire qu'il arrive, il doit un petit peu réfléchir sur le dimensionnement de la solution, sur le dimensionnement du chiffrage, sur l'enveloppe budgétaire, etc. Donc c'est vraiment de la pluricompétence avec évidemment un background qui le soutient techniquement par l'entreprise. Voilà. J'ai vu que M. Racle souhaitait réagir. Je voulais aussi vous interpeller, M. Racle, sur la dimension de la formation tout au long de la vie. Je vous en prie. Mais avec le son. Pardon. Décidément. Voilà. Vous aurez gagné ce soir, c'est sûr. C'est clair. Vous voulez gagner, vous allez gagner. Non, mais il y a eu beaucoup de choses de dites. Juste sur sur l'histoire de la spécialisation ou pas. Enfin, quand on parle de fluide, il y a tellement de métiers derrière l'ingénierie fluide que c'est difficile d'avoir une seule case et de dire bah voilà, je suis ingénieur fluide. En fait, c'est pas vrai, parce que déjà rien que dans la façon de faire le métier, on peut faire de la conception, on peut faire de l'exécution, on peut travailler sur du logement, on peut travailler sur les tertiaires, on peut travailler dans l'industrie, on peut concevoir des piscines, etc. C'est pas du tout les mêmes expériences, les mêmes compétences, et un ingénieur qui sort d'école peut pas maîtriser l'ensemble de ces sujets, c'est pas possible. Et donc je rejoins Benoît sur cette idée qu'il faut quand même être un peu expert et donc se spécialiser un petit peu. Après, les parcours sont tellement différents. Quand on fait de la conception, on est plutôt en back-office. Enfin, on va aller faire des mesures terrain et on va faire de la conception. Quand on est en exécution, on va être vraiment sur des logiques de chantier et donc de gestion de conflits, etc. Et donc, c'est des compétences qui sont assez variées. Et je trouve que l'apprentissage, notamment sur ces métiers-là, est une excellente filière, en fait, parce que justement, pendant 2 ou 3 ans, on est confronté à la réalité du terrain, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on fait pas d'alternance. Enfin, on a beau donner des projets, ça peut pas être tout à fait pareil quand même. Donc, on voyait bien les chiffres dans l'étude qui a été proposée tout à l'heure, où les dirigeants militent pour que l'apprentissage se développe davantage. On a vu des 80% de… Voilà. Tout à fait. Et donc moi, je fais partie, enfin voilà, je milite complètement pour l'apprentissage. Je trouve que c'est très adapté, et notamment sur ces métiers-là. Et pour finir, et pour répondre à votre question initiale, sur la formation tout au long de la vie, bah oui, clairement, un ingénieur fluide aujourd'hui, il ne peut pas travailler sans prendre en compte une dimension numérique ou digitale, sans prendre en compte des problématiques environnementales. De plus en plus, il est le garant de la performance énergétique du bâtiment sur lequel il va travailler. Donc en fait, on lui demande tellement de choses que évidemment, ça demande des compétences nouvelles, et que cette thématique de la formation tout au long de la vie, elle est cruciale. Elle est vraiment très importante. Et je souligne que dans ce qui peut être fait, dans ce qui peut être amélioré, se développent de plus en plus des logiques de partenariat, en fait, entre le public et le privé, mais vraiment dans une démarche, pas seulement dites-nous de quoi vous avez besoin, des vraies démarches
de co-construction commune, finalement. De co-construction de parcours, de projets, d'intégration, d'intégration croisée d'ingénieurs dans un sens et d'élèves dans l'autre. Voilà, il y a plein de choses qui se font et qui répondent à ce besoin-là, et je pense que c'est intéressant et c'est en train de s'accélérer. Alors, il nous reste peu de temps, mais une petite incise quand même qui me paraît importante, si vous permettez. Quelle est la place qu'il faudrait sans doute attribuer davantage encore à la sensibilisation, à la communication pour valoriser l'ingénieur des transitions, notamment les potentiels qu'offrent ces métiers. Inciter les jeunes à devenir ingénieurs, c'est aussi le faire avec des arguments attractifs. Vous en apportez beaucoup aujourd'hui. Florian Juncker, votre avis là-dessus? Je pense que les discours les plus convaincants viennent de ceux qui l'ont vécu, donc c'est une bonne chose d'inviter des apprentis comme moi ou des personnes qui sont passées par cette filière-là à témoigner. Et c'est aussi comme ça que moi j'avais eu envie de choisir cette filière, c'était en entendant des expériences d'élèves plus âgés ou d'anciens élèves. On en fait suffisamment, à votre avis? Il faudrait peut-être en faire plus, c'est vrai que ça mange pas de pain, comme on dit, mais parce que je vais en off. Benoît Géhin, votre avis sur cette dimension de promotion finalement du métier, des métiers de l'ingénieur? Pour la promotion, la communication, on l'évoque, mais c'est vrai que de faire passer le plaisir de concevoir des bâtiments, que le domaine technique, c'est pas rébarbatif, c'est quand même intéressant, comme on l'évoquait tout à l'heure Damien Rac, le fait d'intervenir aussi des filles et des femmes ingénieurs. Maintenant, il y en a de plus en plus. Enfin, je me rends compte que ça commence à venir sérieusement. C'est des métiers qui sont aussi intéressants, si ce n'est mieux, que certains métiers administratifs qui existaient il y a quelques années, parce qu'il y a quand même de la réflexion, aussi de l'indépendance intellectuelle sur un sujet, sur un autre, des propositions techniques. Je trouve que c'est jamais la même chose, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est pas seulement assis sur une chaise devant un ordinateur. On va sur des chantiers, j'en sors là maintenant. C'est très, très diversifié. C'est un métier intéressant et diversifié. Messieurs les enseignants, Nasser Nasri, sur la valorisation, la promotion des métiers. Alors, il y a déjà un effet attractif depuis ces débuts de transition écologique, dans le supérieur, je dirais. Il y a comme un éveil écologique qui commence à pénétrer les écoles d'ingénieurs. Donc, et les écoles d'ingénieurs se retrouvent de plus en plus impliquées sur ces questions. Alors, je ne dis pas que les écoles de management ne le font pas non plus, mais l'ingénieur dans la transition écologique ou énergétique, pour pouvoir exercer, a besoin d'une grande adaptabilité. Et donc, en général, le fait que l'on soit dans un éveil écologique, les gens viennent déjà, et c'est déjà pour moi le meilleur baromètre de l'attractivité est un meilleur baromètre pour l'école, en disant voilà, nous on veut plutôt faire ça que plutôt faire autre chose. Et puis aussi, il y a des bons points des écoles d'ingénieurs aussi qui s'expliquent aussi parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qu'on aborde et qui sont souvent environnementales et par des projets, et c'est ce qui leur donne une compréhension sur la nature, sur le climat, sur l'énergie, et ça relève en général des sciences dures. Donc, je trouve on donne une réponse assez forte à ça. C'est ce qui fait la promotion de nos activités et de nos stratégies. Monsieur Benhamar, votre avis? En complément par rapport à ce qu'a dit M. Nasser, donc je pense à la qualité de notre formation et par exemple la mise en opération de nos ingénieurs, donc surtout comme le cas d'aujourd'hui de Florian Juncker. Donc à eux deux constituent le meilleur garant pour l'attractivité de métier d'ingénieur. On est d'accord, je crois, tous. Benoît Géhin, est-ce que vous confirmez des perspectives positives en matière de recrutement de ces ingénieurs des transitions, comme va le devenir Florian Juncker dans quelques temps? Bien sûr, évidemment. Évidemment, ce que je vois, ce que j'entends, c'est rassurant de se dire que des personnes comme Florian Juncker peuvent être à un moment ou à un autre disponibles. Moi, j'avais juste une petite remarque complémentaire. Ce qui est important aussi, c'est de savoir aussi rédiger, écouter. On parle de l'étranger, c'est bien de parler anglais, c'est très bien, mais aussi de faire des CCTP, des cahiers des charges et autres.
avec le minimum de fautes. Enfin, ça paraît anodin ce que je vais dire, hein, mais voilà, je pense que la présentation, même s'il y a encore des vieilles choses, c'est quand même rassurant pour le bureau d'études et aussi pour le client de savoir que la mission qui est confiée est confiée à des personnes qui donnent confiance, quoi. Et c'est sûr que ces métiers-là sont attendus et il y a de la demande, vraiment. Juste sur la langue, pendant mes études scientifiques, un de mes profs de maths m'avait toujours dit, si tu veux être bon en maths, il faut être bon en français. Voilà. Sur l'attractivité. Pour poser des hypothèses. Oui, je vous en prie, allez-y. Puis-je rajouter juste mais oui, président. Non, mais je me permets parce que c'est vraiment. D'abord, je l'ai dit en introduction, c'est un métier passionnant, donc ça me tient à cœur. Juste sur la variété des parcours et la variété des métiers, hein, ça c'est déjà un point. Et puis après, je voudrais insister sur l'utilité du métier. Sur l'utilité, c'est-à-dire que c'est vraiment les fluides sont au cœur de la machine, et donc c'est à la fois essentiel pour concevoir un bâtiment qui fonctionne bien, qui soit adapté à des usages et qui a un impact environnemental positif. Donc il y a un côté essentiel à ce métier-là qui devrait suffire à motiver tout le monde pour venir faire ce beau métier. Merci pour ce complément. Florian Juncker, quelles sont vos perspectives justement? Quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes déjà en négociation pour rester chez De Mathieu Hébert ou pour partir ailleurs? Je ne sais pas. Alors, on est qu'entre nous. Hein. Oui, j'ai plutôt comme projet là, de partir, continuer à me former un peu à l'étranger tant que je suis jeune, je pense que j'ai à apprendre. Pour la perspective d'entreprendre à moyen terme, un peu plus long terme. Alors, merci à tous pour vos contributions, c'est riche, vous êtes au top, messieurs. Nous allons devoir rendre l'antenne dans quelques courts instants. Temps pour moi de remercier chaleureusement pour votre disponibilité et plus encore la qualité de ces contributions qui auront été appréciées par notre public, j'en suis persuadé. Alors, un dernier mot rapide quand même pour clore cette conversation. Les transitions s'accélèrent, vous contribuez chacune et chacun à votre niveau à les accompagner, vous l'avez tous dit d'une certaine manière, il y a une forme d'engagement qu'on comprend dans vos propos. Alors en quoi la période de rebond dans laquelle nous entrons, avec l'espoir que ce soit évidemment durable, peut-elle être un accélérateur aussi pour répondre aux enjeux qu'on a évoqués ensemble? Je commence avec vous, M. Benhamar. Il faut être optimiste. Donc cette période de rebond, en effet, donc un nouveau départ après une prise de conscience aiguë de nos métiers. Donc, l'ingénieur transition doit répondre à ce défi. Nasser Nasri. Moi, je suis, je dis pas que, je dirais plutôt, quitte à me répéter, qu'il y a une mobilisation étudiante vers ces métiers, je veux dire, qui vient naturellement avec la transformation, elle est engagée. Donc, maintenant, les engagements étudiants sont là. On a peu de sensibilisation à faire quasiment en première année où les étudiants savent déjà de quoi il s'agit, ils sont demandeurs et ils sont prêts à pousser les enseignants encore pour aller plus loin dans leur réveil écologique, avec parfois même des positions radicales sur la transition écologique. Mais bon, l'idée, c'est quand même que les solutions sont demandées et donc les étudiants ont compris cet enjeu et veulent à tout prix participer, être acteurs à ces enjeux-là à travers ces formations. Benoît Géhin, votre sentiment? Mon sentiment, c'est c'est sûr que la période qu'on vient de vivre nous a permis de réfléchir à notre situation, où l'on vit, comment on vit, est-ce qu'on est bien, pas bien, et aussi une valorisation des métiers plus techniques, j'allais dire manuels, parce que même un ingénieur qui travaille sur son ordinateur, c'est aussi manuel, parce que c'est du concret qui va se faire derrière. Donc, se rendre compte que ces métiers-là n'ont qu'un bon avenir devant eux, c'est primordial. Et il faut que des ingénieurs, plus ingénieurs, puissent intégrer nos métiers parce que je pense qu'il y a du manque actuellement. Florian Juncker, on vous attend pour ce rebond. En tant que futur jeune ingénieur, je pense qu'on doit évidemment répondre à ce défi. On le savait déjà avant et c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette filière-là, mais la période de rebond, c'est sûr que ça accentue encore les choses. Je vois Véronique Pfister et Damien Racle qui sont encore avec nous. Je vous laisse peut-être dire un petit mot aussi de conclusion. Véronique Pfister.
Oui, merci Guy, et merci pour toutes ces paroles de fin qui sont très encourageantes et qui nous montrent une belle jeunesse et qu'on est là pour l'accompagner et pour la former. Et pour conclure, je dirais qu'on est aussi là pour continuer à travailler sur ces problématiques de compétences. Cette année, on aborde l'ingénieur infrastructure pour lequel nous faisons la même étude et naturellement, on vous rendra compte de ces travaux lors d'un prochain webinaire comme ce soir. Et puis aussi faire un petit zoom sur les expérimentations de nos élèves ingénieurs autour de ces transitions, où là aussi, il y aura un événement en novembre. Vous serez tous invités puisque ce sera l'occasion de voir le résultat de leurs travaux transverses sur les 5 compétences évoquées lors de mon intervention. Donc voilà, merci pour ces échanges. Désolée de ne pas avoir y participé complètement, mais j'avais un mini incendie à éteindre quelque part, donc j'étais amenée à vous quitter. L'incendie est éteint, tout s'est bien passé. C'est bien, alors voilà, c'était la question que j'allais poser, c'est l'essentiel. Je vois que vous avez passé du bon temps et du temps partagé. Et puis nous aussi, nous allons maintenant partager cet enregistrement sur les réseaux et inviter jeunes et moins jeunes à écouter vos échanges. Madame Miracle, je vous avais promis un mot, ce sera le dernier mot. Après une phrase, juste pour vous confirmer que effectivement le réveil écologique il est là. Enfin, vous parliez de rebond. Le rebond, on peut toujours faire plus, mais fondamentalement, le plan France Relance, il embarque un paquet de projets environnementaux à fort impact. Toutes les discussions qu'on a eues autour de la réglementation environnementale en maintenant nos ambitions initiales, malgré les pressions pour aller vite, faire moins cher, etc. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Toute la finance qui se verdit. Moi, je suis extrêmement positif parce que on est rentré dans une phase où les discours ne suffisent plus. Il faut démontrer que ce qu'on fait est un réel impact et qu'on est vraiment en train de faire des choses positives. Et pour ça, il faut des ingénieurs, en fait. Il ne faut pas des financiers, il faut des ingénieurs. Et donc, en fait, l'ingénieur a toute sa place dans les transitions qui sont en cours pour démontrer que ce qu'on est en train de faire est effectivement positif. Donc voilà, je conclurai sur une note très optimiste. Merci infiniment, madame, messieurs, chers invités. C'était un plaisir de vous interroger, de vous avoir avec nous en cette fin d'après-midi. Mesdames, messieurs, soyez vous aussi remerciés pour votre attention tout au long de ce webinaire. Pour en savoir plus, je vous invite évidemment à retrouver beaucoup d'informations très complètes sur les sites internet du CNAM Grand Est, de la Fédération Sinov, de l'OPCO Atlas et aussi sur le blog évoqué tout à l'heure par Stéphane Jean-Gérard, www.ingénieur des transitions avec un S à transition bien sûr, .fr. Vous pourrez bien sûr y retrouver aussi le replay de chacun des 2 webinaires que nous avons partagés avec vous en mai et donc ce soir sur les métiers de l'ingénieur des transitions. N'hésitez pas à diffuser l'information dans vos réseaux pour partager tous ces témoignages qu'on a pu recueillir. Un petit salut amical aux équipes techniques qui, dans l'ombre, ont toujours fait le job pour assurer à ce webinaire les parfaites conditions de diffusion. Merci à vous. Et enfin, merci une nouvelle fois au CNAM Grand Est et à la Fédération Sinov de nous avoir donné la possibilité de dialoguer tout simplement dans ce cadre. Je suis déjà impatient, moi, de vous retrouver pour de nouveaux débats. D'ici là, je vous souhaite une belle activité pour les temps qui viennent, un bel été, bien sûr, qui arrive, et surtout, continuez de bien prendre soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.